Bien le bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 25 avril 2018. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu plus en profondeur des rendements américains qui atteignent des récents des récents plus hauts. Alors c'est pas les plus hauts historiques, loin de là, mais c'est des niveaux qui n'ont pas été vus depuis plusieurs années. Le rendement du 10 ans, comme vous avez pu le savoir et le constater, il a atteint 3% pour la première fois depuis janvier 2014. Alors quels sont les impacts, quels peuvent être les impacts de ce rendement trop élevé? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce point de marché. Avant toute chose, je vous invite comme d'habitude à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Didier, j'espère également. François, Gilles, AJ, Luc, Thibaut, voilà, bien le bonjour à vous tous. J'ai les confirmations de son et d'image, c'est parfait. Merci pour ces confirmations. Alors comment je vais Thibaut? Eh bien écoutez, je vais plutôt très bien. Bon, rien de très intéressant. De toute façon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Euh, vous également. D'ailleurs, il n'y aura pas, enfin, je ne ferai pas de webinaire vendredi, tout simplement parce que je ne serai pas là. Donc voilà, dernier webinaire de la semaine pour ma part, ça sera demain matin. Vous avez trouvé le code sur PRT. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler quel code vous voulez parler, François? Le code sur PRT, ça ne me dit rien. Raymond qui me dit, alors le rendement à 10 ans, est-ce la même chose que pricer une quatrième hausse des prix? Alors non, non, ce n'est pas la même chose. Vous confondez avec les swaps, marché des swaps, et les Fed Funds Rate. Donc marché des swaps, c'est euh, c'est plutôt pour les autres devises et on va parler plutôt des Fed Funds Rate pour la Fed. Voilà. Donc non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le marché obligataire, c'est une obligation. Une obligation, c'est une dette. Donc en clair, quel est le taux d'intérêt d'une dette? Voilà. Avec quel instrument financier peut-on suivre les taux américains, un équivalent au Bund pour l'Allemagne? Alors le Bund c'est pour l'Allemagne, euh, pour en France c'est l'OAT, et pour le Royaume-Uni c'est le Gilt, pour aux États-Unis c'est le Trésor. Donc il y a des outils qui vous permettent cela. Déjà il y a chez IG, c'est possible de les trader, c'est tous ces euh, toutes ces obligations que je vous ai dit et que je vous ai dites pardon. Donc on va voir ça dans un petit instant. Euh, Au niveau du briefing d'actualité, on a eu Wall Street qui a clôturé dans le rouge hier, principalement tiré par les valeurs industrielles et technologiques, alors qu'il y a des résultats des entreprises qui sont toujours publiés au-delà des attentes des analystes. Donc cette baisse, comme vous le savez, c'est à cause du rendement, le rendement du 10 ans américain qui a atteint 3% pour la première fois depuis janvier 2014, sur fond de crainte d'une accélération trop rapide de l'inflation provoquée par la hausse des prix des matières premières. D'un point de vue macro, on a eu les prix des maisons qui ont continué à augmenter en février aux États-Unis, qui croient désormais à leur rythme le plus élevé depuis juin 2014. Donc, encore une fois, lisez bien, les prix des maisons qui continuent à augmenter. Donc, les prix, d'une manière générale, continuent à augmenter et qui sont à plus haut qui progressent à un rythme le plus élevé depuis juin 2014, donc ce qui devrait contribuer dans le fond à l'inflation. Alors, pas à l'IPC, parce que ça fait pas, pardon, du partie du panier qui du panier de l'IPC. Vous savez que c'est un panier standard qui est réévalué tous les mois. Donc bien évidemment les prix du logement ne sont pas des produits à la consommation. Donc ils ne sont pas dans l'IPC, mais d'une manière générale ça devrait soutenir de toute façon l'inflation. Les ventes de nouvelles maisons individuelles ont dépassé le consensus et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond chute à son niveau le plus bas depuis septembre 2016. Voilà d'un point de vue macro. Sinon, un peu plus politique, on a un officiel mexicain, qui est euh, qui est le négociateur, pardon, pour le Mexique, qui a indiqué que le nouvel accord de l'AENA pourrait être trouvé d'ici 10 jours, ce qui a permis hier au CAD et au peso de bondir suite à cette annonce. Sinon, on a le pétrole qui a atteint, comme vous avez pu le constater, un plus haut depuis novembre 2014 à 75
hier le Brent, mais il est tombé ce matin suite à l'annonce de Donald Trump, comme quoi les États-Unis pourraient bientôt conclure un accord avec la France pour préserver l'accord nucléaire de 2015 en Iran. Alors, je ne dirais pas préserver, je dirais plutôt modifier ou rajouter modifier tout simplement l'accord nucléaire de 2015 en Iran. Donc pourquoi quel est l'impact, pourquoi il y a un impact baissier suite à cette annonce? C'est bien tout simplement parce que le marché, il y avait un tas de catalyseurs qui priçaient, dont notamment la mise en place de nouvelles sanctions commerciales envers l'Iran. Qui dit de nouvelles sanctions commerciales avec l'Iran est synonyme de baisse des exportations de pétrole iranienne et donc réduction de l'offre mondiale de pétrole. Voilà. Donc cette avancée plutôt, on va dire, positive, en tout cas c'est moins menaçant de ce qu'on a connu ces dernières semaines à propos de l'Iran de la part des États-Unis. Eh bien ça rassure un peu plus le marché sur l'offre mondiale et donc ça fait baisser les cours. Voilà. Mais bon, la baisse, elle est assez limitée. Et encore d'une façon politique, pardon, on a le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, qui partira donc en Chine. Ça fait maintenant pas mal de jours qu'on le dit, mais surtout donc Donald Trump qui a déclaré hier que les États-Unis, donc nous, les États-Unis avons de très fortes chances de conclure un accord commercial, bien évidemment, avec la Chine. Alors, donc bonjour pour le 10 ans. Alors, François, donc le code PRT. Ah d'accord, oui, le code PRT pour le 10 ans, oui, bien évidemment. Je vais vous le donner. Donc si vous voulez, voilà, il est. Regardez. Donc vous mettez T-Note. T-Note 10 ans. Je ne sais même pas si on a le T-Bill. Non. Non. Donc nous avons le T-Note. Voilà, et c'est en contrat futur, bien évidemment. Enfin, disponible sous CFT, mais il y a des échéances. Et donc vous prenez donc l'expiration donc pour le mois de juin. Donc vous voyez que vous avez le 5 ans, le 2 ans et le 10 ans. Et il n'y a pas le 30 ans. Mais bon, 10 ans, c'est déjà bien. Donc voilà, vous avez la dernière cotation, comme vous pouvez le voir. Et donc le rendement, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Pardon. Là, vous avez le prix du coupon. C'est pas le rendement. C'est le prix de l'obligation. Donc si on a un rendement qui monte, l'obligation qui baisse. C'est ce marché obligataire-là, c'est ce prix-là qui est corrélé positivement au marché action. C'est-à-dire que si on a un marché obligataire qui se tend, et donc en clair que des capitaux sortent du marché obligataire, eh bien le coupon baisse. Et les marchés actions ont tendance à baisser. Voilà. Maintenant, il faut savoir que ces 10 dernières années, les marchés obligataires ont été quand même pas mal décorrélés au marché actions et d'un point de vue général à l'économie, étant donné qu'on a eu des manœuvres non conventionnelles de la part des banques centrales. Entre parenthèses, les quantitative easing et les taux négatifs. Voilà, donc ce qui a complètement décorrélé le marché obligataire, mais au vu des resserrements des politiques monétaires qui sont en train de converger de plus en plus, et la fin des QE, enfin c'est pas encore la fin, on a encore beaucoup de banques centrales qui exploitent des quantitative easing, mais on voit quand même qu'il y a une dynamique de durcissement des politiques monétaires, alors à plus ou moins grande échelle et de plus ou moins rapidement, mais donc voilà, ça devrait à terme, d'ici 5 ans, redonner un poids, une corrélation pardon entre les marchés obligataires et ce marché action. Voilà. Donc vous avez le T-Note ici, donc c'est encore une fois le prix du coupon, c'est pas le rendement. Un rendement de toute façon ça ne se paye pas. Voilà, c'est un coupon, une obligation qui se paye. Là vous avez le prix du Bund. Vous avez le Gilt également qui est l'équivalent pour le Royaume-Uni. Et il me semble qu'on a, alors, je ne sais plus si on a celui du Japon. Alors Japon, je ne sais plus c'est quoi le nom. Obligation du gouvernement japonais. Bien, écoutez, vous voyez, avec ça, je pense que nous avons assez. Et on a le OAT. C'est pour ceux voilà, qui veulent trader le français. OAT, obligation du gouvernement français. Voilà donc pour ces tickers. De toute façon, d'une manière générale, si vous mettez obligation, je pense que obligation, voilà, japonais, français, et ensuite, bon, Bund, Gilt et T-Note. Bref, je reviens à cette slide que je veux vous montrer. C'est le rendement du 10 ans historique. Malheureusement, ça c'est bien le rendement, c'est pas le prix du coupon. D'accord, faut savoir que le prix du coupon
et le rendement sont corrélés négativement. Pas à 100%, mais presque. Voilà. Donc vous voyez l'importance des 3%. Pourquoi il est important? C'est parce que déjà c'est un peu depuis 2014, mais c'est également, ça confirmerait la sortie de ce canal baissier dans lequel le rendement oscille depuis, on va dire, le début des années 90. Vous voyez? Donc c'est ce graphique-là que je voulais vous faire voir hier dans mon webinaire. Malheureusement, bon, il n'y a pas d'historique suffisant sur les différentes plateformes. Donc à part si vous avez Bloomberg ou Reuters, ce n'est pas possible d'avoir cet historique. Mais donc, quels sont les risques concrètement d'un taux trop élevé et entre guillemets d'un taux à 3%? Alors 3%, 2,98, 3,02, en soi ça ne change rien. Mais c'est le seuil des 3%. Voilà, c'est confirmation de la sortie du canal. En même temps, faut bien être conscient que le rendement ne pouvait pas continuer d'osciller dans son canal indéfiniment jusqu'à atteindre des rendements négatifs. D'accord? Les rendements négatifs, ça peut être atteint pendant quelques semaines, quelques mois, ça dépend de la politique monétaire de la banque centrale, mais ça ne peut pas être atteint indéfiniment. Voilà. Donc plus on se rapproche de 0% et plus il y a de chances que le coupon, que le rendement progresse et donc que le prix du coupon baisse. C'est pour cela que payer le Bund il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc les risques d'avoir un rendement trop élevé, c'est que les entreprises emprunteront de l'argent plus cher et auront donc par conséquent moins de marge de manœuvre pour donner des rendements aux investisseurs. Donc le marché spécule sur des rendements des entreprises inférieurs, étant donné que les coûts d'emprunt sont plus chers, et donc sort de ce marché action. C'est pour ça un marché obligataire qui se tend menace les marchés actions. Et ensuite, la deuxième chose notable, c'est que le rendement du 10 ans américain est utilisé comme benchmark, comme référence pour de nombreux instruments financiers, y compris les taux hypothécaires, les taux d'emprunt, voilà, pour les particuliers. Donc, si on a un rendement du 10 ans qui se tend, qui progresse, eh bien les particuliers auront un taux du crédit qui vont être plus importants et auront donc moins d'argent à dépenser. Voilà un petit peu pourquoi le marché obligataire, enfin la tension sur le marché obligataire et plus en particulièrement le rendement du 10 ans américain sont importants et peuvent menacer, enfin en tout cas fragiliser l'état de l'économie américaine et globalement mondiale, parce que tous les marchés sont corrélés. Les entreprises, ils n'empruntent pas sur le 10 ans américain, d'accord? Mais si on a le 10 ans américain qui est tendu, c'est tout le marché obligataire qui va se tendre. Donc ça va être le marché obligataire des gouvernements, mais aussi corporate, donc des entreprises. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les marchés obligataires, les rendements, on va regarder ça tout de suite. Si vous regardez le rendement de toutes les grandes puissances, on est d'accord qu'il n'y a pas le marché n'est pas inquiet que l'inflation soit trop élevée en zone euro. Hein. On est d'accord que voilà, l'inflation a du mal à progresser. Donc là, on a le 10 ans américain. Et je vais juste vous faire voir le 10 ans allemand. Le 10 ans allemand, il est à 0,64. Vous voyez? Donc il progresse, il est corrélé positivement à celui du T-Note. Et pourtant, le marché n'est pas inquiet de l'inflation en zone euro. Il commence à être inquiet pour les États-Unis, au vu des prix de l'inflation, mais je ne connais personne, je n'ai lu aucun article, enfin je n'ai vu personne qui était inquiet de l'inflation de la zone euro. Pareil pour le Japon. Alors je ne sais pas s'il est disponible. Voilà. Celui japonais, 0,07. Pareil, il progresse. Pareil pour ceux du Royaume-Uni. Voilà, le gilt, rendement du gilt. Ah, le rendement du gilt, pardon. Ah non, pardon, c'est pas le rendement, vous voyez, 121. Un rendement 121, ça m'étonnerait. À part si on est au Venezuela, mais donc, UK 10 ans. Non, il n'y est pas. Bon, tant pis. De toute façon, vous avez bien compris que les inquiétudes inflationnistes aux États-Unis, concrètement, fait pression, inquiète le marché, enfin les investisseurs
d'un point de vue global sur tous les marchés obligatoires et donc probable et peut-être ça peut faire un ricochet sur les marchés actions. Et plus que ce rendement, je dirais c'est également la courbe des taux. La courbe des taux. Alors on prend du temps ce matin à parler de tout ça, mais c'est un petit peu important quand même. Donc la courbe des taux, c'est le spread, la différence entre tous les rendements. Donc entre un de long terme et un de court terme. Et plus la courbe des taux est plate, et plus on a un risque de récession. Enfin, en tout cas, les dernières fois où on avait eu une courbe des taux qui était plate, voire inversée, eh bien, ça a précédé, il me semble 9 fois sur 12, la récession aux États-Unis. Donc, c'est pas cela qui provoque une récession, mais ça a été, dans le passé, un très bon indicateur pour euh, pour euh, pour prévenir d'une récession. Alors, c'est pas immédiat, mais ça prend, il y a un décalage de 6 mois à un an. Voilà. Et donc, vous voyez que le spread maintenant entre le 10 ans et le 2 ans américain n'est plus que de 50 points de base, ce qui est extrêmement peu. On n'a pas assez d'historique sur cette plateforme, malheureusement, mais c'est le plus bas depuis, il me semble, 2006-2007. Hein. Donc, nul besoin de vous rappeler ce qui s'est passé quelques mois après. Voilà. Bref, on n'est pas là pour s'inquiéter. Hein. Pour le moment, il est encore positif. Et c'est pas parce que on a une courbe des taux qui est plate qu'il y aura une récession. D'accord. Il y a des fois où ça n'a pas, où il y a eu des faux signaux. D'accord. Mais voilà, d'un point de vue statistique, quand même, ça a été un très bon indicateur. Alors, je continue. Résumé de la science américaine et asiatique. Je fais vite parce que j'ai pris un peu de temps à discuter de tout ça ce matin. On a une baisse des marchés actions, comme vous pouvez le constater, que ce soit le Dow Jones, Nasdaq, moins 1,70% les deux. Le DXY qui consolide, moins 0,15, enfin qui consolide assez plus haut, oui. Le rendement de 10 ans qui est passé au-dessus des 3%. Ce matin, on a le yen, le gold, le Nikkei et le Hang Seng qui reculent, donc concrètement, plutôt un avis négatif sur l'appétit pour le risque. Donc on a plutôt de l'aversion, qui dit aversion, dit hausse, dit baisse des marchés actions, le gold qui pourrait rebondir, et voilà. Et au niveau du calendrier macroéconomique, vous voyez que c'est assez, il n'y a pas grand chose, hein. Donc c'est encore le rendement du 10 ans américain qui devrait mener la danse aujourd'hui. Oula, alors j'ai énormément de questions. Alors, donc, bonjour à vous, comment ça va? Alors bonjour Dylan, moi ça va très bien, j'espère que vous également. Le pétrole en chute libre peut-il atteindre 66, 67? Alors on va voir ça dans un petit instant. Le Dow moins 1,7, Nasdaq moins 1,7, Nikkei moins 0,28, il y a corrélation contrarienne avec le rendement du 10 ans. Alors voilà, encore une fois, plus le rendement du 10 ans va progresser, euh, comme je vous ai fait voir, plus plus les entreprises vont emprunter à des taux plus élevés, et donc c'est pour ça que le marché, les investisseurs se retirent, vont de plus en plus se retirer du marché action. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un crack boursier, mais c'est surtout le momentum du rendement du 10 ans qui est important. Là on peut voir que c'est quand même le rendement du 10 ans a bondi depuis la semaine dernière, euh, et donc c'est ça qui secoue les marchés. Donc plus on va avoir un rendement qui va être élevé, et plus le marché action va être sous pression. Ça ne veut pas dire qu'il y a une corrélation totalement négative, parce que c'est faux, mais on a quand même un impact négatif d'un rendement qui progresse. Si vous n'avez le temps, ça serait super d'écrire une page sur le site des FX, les principaux taux mondiaux avec un sous-jacent associé, comme ça nous ferait une aide-mémoire. Alors, oui Didier, écoutez, je vais faire ça, mais il me semble donc, IG français, tac. Donc, est-ce que vous voulez savoir que ceux de propos IG ou ceux mondiaux, les principaux, c'est comme vous voulez. Donc là, vous avez haute marché, taux d'intérêt et donc on a même Australie, vous voyez. Euribor, euro-dollar. Alors ça, pardon, c'est taux d'intérêt, c'est pas taux obligataire. Obligation, voilà. Taux d'intérêt, obligation. Alors, je découvre avec vous, hein, il y a des produits, honnêtement, il y a tellement de produits chez IG que, voilà. On a le Schatz allemand, le Gilt, celui italien. Vous voyez qu'il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. Alors,
Que sont les obligations d'État? Bon, et là, vous voyez, c'est assez bien expliqué. Il y a des beaux graphiques. Et donc, ce que je cherche, c'est normalement, devrait avoir un PDF avec toute la liste des produits, des obligations. De toute façon, hein, pour vous savez, pour avoir toute la liste des produits. Donc, vous allez dans, vous allez dans, alors, je vous enverrai ça. Mais bon, c'est noté, je ferai un article sur DailyFX dès que j'aurai le temps sur l'ensemble des obligations. Voilà. Et avec un impact, bien évidemment, sur les marchés, etc., etc. Bon, on passe au concret. Nous passons au concret. Bonjour Valentin, Dow Jones, quelle était la raison de ce gros retracement d'hier? Alors, le rendement du 10 ans, encore une fois. Voilà. La pression sur les marchés, on a des très bons résultats des entreprises. Malgré cela, on a des marchés en baisse. Et c'est à cause du rendement du 10 ans. Voilà. Alors, je n'ai pas bien compris la réponse à ma question de la part de Raymond. Donc, Raymond, alors votre question. Alors, en disant, est-ce la chose que presser une quatrième hausse des taux des prix? Alors non. Donc, le rendement du 10 ans américain, ou du 2 ans, ou du 5 ans, peu importe, ce n'est pas ça qui va que le marché va regarder pour pricer une hausse des taux de la Fed. Ce que le marché va regarder, c'est les Fed Funds. C'est les taux à très court terme de la Fed, qui sont guidés par le marché. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le 10 ans, enfin, ce n'est pas totalement lié au 10 ans américain. Et voilà, tout simplement. Donc non, ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que le 10 ans américain progresse que on va avoir la Fed qui va augmenter ses taux. Par contre, le marché peut spéculer. Voilà. Il peut spéculer, mais ce n'est pas pour autant que on a comment dire, le 10 ans américain qui va signaler une possible hausse des taux de la Fed. Donc je commence tout de suite l'analyse graphique. Le dollar, regardez les indices forex, pardon. Dollar qui surperforme ce matin, plus 0,36%. Pardon, là on a le spread. Alors oui, regardez le spread, donc ce que je voulais vous faire voir. Non, c'est pas grave, ce n'est pas important. Donc le 10 ans américain, enfin, oula, je me perds, excusez-moi, le DXY, regardez cette progression qui est corrélée au 10 ans américain. Voilà, j'y arrive. Voilà, 10 ans américain, hop. Donc c'est pas corrélation totalement positive, hein. C'est pas totalement positif parce qu'il y a des périodes où voilà, hein, il y a eu regardez ici, le 10 ans avait fait son creux en septembre 2017. Or, septembre 2017, c'était pas le point bas du DXY. Mais bon, enfin de ce dollar index et ni du DXY. Mais bon, quand même, on a d'un point de vue historique une corrélation positive qui dit un rendement de 10 ans qui progresse, dit BVR qui augmente. Voilà, donc il surperforme ce matin. À l'inverse, le NZD sous-performe, suivi par l'AUD. Alors c'est férié hein, en NZD, enfin en Nouvelle-Zélande et en Australie, donc il n'y a pas de volume sur ces deux paires, sur ces deux devises, pardon. Le yen qui est à l'équilibre, l'euro également, le GBP également, le CAD, voilà, on a tous les devises qui sont à l'équilibre, même le franc, vous voyez, à part le dollar. D'ailleurs, si on regarde la page ici, on a l'USD qui est la devise la plus forte, NZD AUD qui sous-performe, et ensuite vous voyez que globalement ils sont tous en baisse par rapport au dollar. Le dollar, c'est la devise la plus haussière ce matin. Pareil, regardez DXY qui est en hausse de 0,32% après une journée de consolidation, de pullback sur sa moyenne mobile à 100 séances. Je pense que, comme je vous l'ai dit hier, la prochaine résistance, elle est aux alentours des 91,50, 92. Voilà, c'est ce gap. Ce gap et la moyenne mobile à 200 séances qui devrait d'ici là coïncider avec ce gap, tout simplement. Donc 91,50, c'est la prochaine résistance du DXY. Donc on a une marge de progression sur le dollar. L'euro, toutefois, n'a pas encore confirmé la sortie par le bas de son range, donc c'est techniquement pas encore possible de vendre l'euro face au dollar, même si, voilà, au vu de l'analyse du DXY, ça semble assez, comment dire, il semblerait qu'il y a des fortes chances que l'euro-dollar vienne chercher les 1,20, mais on n'a pas encore les signaux techniques. Donc tant qu'on n'a pas la clôture journalière en dessous
des 1,22, eh bien ça me semble encore trop risqué de vendre l'euro. À l'image un petit peu de ce qu'on avait hier. Hier matin, dans ce même webinaire, on avait le même chandelier baissier et finalement, vous voyez que le marché a clôturé dans le vert. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri qu'aujourd'hui, pareil, hein, à la mi-journée, la tendance du dollar s'inverse et qu'au final on ait un avalement haussier par exemple. Voilà. Ça me semble peu probable, mais la porte reste ouverte. Donc en conclusion, on attend la clôture journalière sous 1,22 pour vendre l'euro-dollar. Le GBP consolide entre 1,3927 et 1,40. À moyen long terme, je pense que cette moyenne mobile à 100 séances et ce niveau de support sont des prix d'entrée intéressants pour passer à l'achat. Maintenant, au vu du momentum du dollar, il faut, si vous passez long sur le GBP, c'est-à-dire long sur le GBP USD, c'est-à-dire que vous achetez le GBP, vous vendez le dollar. Vendre le dollar dans une tendance haussière, ça peut être possible, à condition que le GBP surperforme. Mais, comme vous le savez, dès que le dollar progresse, c'est généralement, de toute façon, le dollar est soit celui qui surperforme ou soit celui qui sous-performe. C'est pas tout le temps, c'est pas souvent qu'il est une devise flat, vous voyez, par rapport aux autres. Mais donc, et vu le momentum du dollar, c'est encore une fois, ça me semble possible que le dollar continue à progresser et donc que le GBP soit sous pression. Alors ça ne veut pas dire qu'il va reculer, parce que si le GBP reste fort, il va consolider, mais j'insiste sur le fait que la perspective haussière sur le dollar m'invite à mettre des stops un peu plus larges que précédemment, tout simplement. Donc si vous payez ce support, ça sert à rien de mettre un stop sous le plus bas de la veille. Mettez un stop un petit peu plus bas sinon vous ferez sortir bêtement. Le NZD couteau qui tombe, encore une fois, baissier jusqu'à 0,70. L'USD CAD, consolidation hier. On a eu la matinée une surperformance du dollar, puis surperformance du dollar CAD suite aux propos, encore une fois comme je vous l'ai dit, de l'officiel mexicain, plutôt positif sur les négociations de la LENA. Mais bon, dans le fond, l'USD CAD devrait rejoindre 1,30. L'USD CHF, pareil, hein, la parité, même si le franc suisse, regardez, franc suisse index, ouais, rebondit sur ce support, il a un momentum plus faible que le dollar, donc le dollar surperforme encore le franc suisse. Et donc là, c'est direction 0,9943. La parité, ça me semblait assez loin. Hein. Je me souviens d'un auditeur qui me disait la parité il y a cela 1 ou 2 mois. Personnellement, ça me semblait très très loin et je n'ai pas, je n'envisageais pas un retour à ce niveau de prix. Mais dorénavant, ça me semble possible. Hein. Ça me semble possible étant donné que le momentum il est bien orienté à la hausse, le prix également. On n'a plus vraiment de résistance avant la parité, à part les 0,9950. Mais bon, 0,9950, on peut considérer ce niveau-là comme presque la parité. Voilà, donc moi je pense que l'USD-CHF va venir chercher cette zone de prix. L'USD-Yen, donc le momentum également bullish, correctement orienté à la hausse. Prochaine résistance 110. Ça peut être atteint avant vendredi. Vendredi, je vous rappelle qu'il y a la BOJ avec les 2 nouveaux sous-gouverneurs dont le marché essaieront de capter le caractère de chacun. Est-ce qu'ils sont hawkish, est-ce qu'ils sont dovish. Et nous aurons les nouvelles projections macroéconomiques de la BOJ. Donc il n'y a aucun changement de la politique monétaire qui est attendu, mais voilà, il y a quand même quelques points sur lesquels le marché devrait faire attention vendredi. Donc voilà, d'ici vendredi, le yen devrait sous-performer, clairement. Mais bon, vendredi, il pourrait y avoir un changement. Voilà, à 4h du matin, nous dit Luc. Et bien écoutez, Luc, merci pour cette précision. La USD consolide en intraday après une belle journée de hausse hier. Donc voilà, ça prend du temps. C'est à ce trade achat à USD jusqu'à 1,08. Mais voilà, moi je suis toujours haussier concrètement. Le NZD, regardez, on a bien fait de ne pas couper les positions short parce que si vous regardez, certes il a atteint le bas de son canal, de son range, mais il continue à baisser ce matin. Et tant qu'on n'a pas de rebond, le NZD fait preuve d'un momentum extrêmement baissier. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 séances consécutives de baisse pour le NZD. D'accord? Donc, on a un momentum extrêmement baissier sur le dollar NZD, donc c'est pour le moment la dernière devise à acheter. Hein. Voilà. La dernière devise à acheter. Et si on ne veut pas acheter le dollar, ce que je peux comprendre, parce que le rendement, disons, il est à 3%, c'est une résistance psychologique, alors il est légèrement au-dessus. Mais un rendement à 3%, c'est-à-dire un coupon qui est bas, et un coupon bas, eh bien, c'est un prix attractif. Donc, on pourrait avoir un afflux de capitaux de nouveau sur le marché obligataire, ce qui ferait pression sur le rendement du 10 ans et donc sur le dollar. À condition, bien évidemment, que les cours des matières premières ralentissent. Parce que c'est les cours des matières premières qui justifient les inquiétudes sur l'inflation et qui justifient donc ces craintes sur le marché obligataire. Donc si on a les matières premières qui baissent, qui retracent, dans ce cas-là, on pourrait avoir un dollar qui baisse. Voilà. Voilà donc ce matin, hein, personnellement, ce qui semble le plus intéressant, c'est quand même payer le dollar. Hein. Payer le dollar, le NZD, c'est la devise la plus baissière. Voilà, donc 0,70 c'est vraiment voilà l'objectif baissier de la semaine ou en tout cas des prochaines séances. Vous voyez que le momentum est extrêmement baissé. Il y a beaucoup de vendeurs, il y a aucun acheteur hein, quasiment. Vous voyez que c'est non-stop. Regardez les prix les plus hauts des mèches sont quasiment au prix d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a même pas un moment bullish dans la journée. Enfin, il n'y a aucun moment où le marché évolue dans le positif par rapport au prix d'ouverture. Donc voilà, ça matérialise ces grands corps et ces faibles mèches, voire inexistence, matérialisent un momentum important. Il n'y a pas que les indicateurs de volume. Hein. Donc je passe aux matières premières parce que je considère que c'est les plus importants en ce moment. En plus j'ai des questions, donc voilà. L'or qui est revenu à 1320, donc c'est mon objectif de la semaine dernière, de mon article de jeudi ou vendredi, me semble-t-il. Voilà, donc 1320. Je pense qu'il va revenir à 1310, étant donné que voilà, j'ai une perspective baissière sur le dollar jusqu'à cette zone de prix. Donc hausse du dollar dit baisse de l'or. Le brut, le Brent, ils sont sous résistance, et comme indiqué depuis lundi, tant qu'ils sont sous ces résistances psychologiques, 75 pour le Brent et 70 pour le brut, eh bien mon biais il est plutôt baissier. Je pense que voilà, on a eu beaucoup de catalyseurs ces dernières semaines, qui ont justifié la hausse des barils de pétrole. Maintenant, ça me semble compliqué d'avoir encore plus de catalyseurs. Alors, je rappelle les catalyseurs, on avait les sanctions en Iran, qui pour le moment, vous voyez ce matin, eh bien, depuis hier soir, pardon, se détendent, en tout cas de la part du marché, à la suite de l'annonce de Donald Trump, comme quoi un accord pourrait prochainement être trouvé pour l'Iran, enfin un accord avec la France pourrait prochainement être trouvé. On a l'OPEP, le gel de la production qui est extrêmement bien respecté, que ce que n'attendait pas le marché, eh bien été payé, a permis au cours de progresser. Mais voilà, maintenant ça a été pricé, donc il n'y a pas de raison de payer encore plus le pétrole. Au niveau de la production américaine, eh bien, elle est très élevée, mais ne progresse plus depuis ces dernières semaines. Donc, il n'y a pas de raison que le marché paye encore le pétrole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, la Russie, le gel de la production qui pourrait être prolongé, en tout cas l'alliance OPEP+, vous savez c'est l'OPEP plus la Russie et quelques autres pays partenaires, eh bien pourrait être prolongé après décembre. Et ensuite il y avait d'autres catalyseurs. Oui, tensions géopolitiques en Syrie. Les tensions étaient à leur apogée, on va dire il y a 2 semaines. Et depuis, vous voyez qu'il n'y a plus vraiment, enfin, il y a toujours des tensions, mais il n'y a plus les mêmes inquiétudes sur l'approvisionnement du Moyen-Orient que ce qu'on avait il y a 2 semaines. Parce que la Syrie, je vous rappelle, c'est voisin hein, c'est voisin du Moyen, enfin c'est Moyen-Orient, et la Syrie est voisin de l'Irak. L'Irak, second producteur de l'OPEP.
pour ça qu'on avait ces inquiétudes. Donc on voit qu'il y a des inquiétudes quand même qui sont liées à l'approvisionnement qui s'apaisent depuis ces dernières séances et je vois pas comment il pourrait être plus élevé. À part s'il y a une action militaire en Syrie, dans ce cas-là, oui, mais tant qu'il n'y a pas d'action militaire en Syrie, je vois pas comment le brut pourrait continuer à marquer des nouveaux records pour le moment. Donc, pour ces raisons fondamentales, je m'attends à un retracement léger des cours de pétrole. Donc voilà, le brut, pour moi, il va revenir aux alentours des 65 dollars ces prochaines séances, prochaines semaines, voilà, d'ici une dizaine de jours, et le Brent reviendra probablement à 70. Donc, est-ce qu'on peut shorter le Brent? Oui, ça peut shorter. Maintenant, soyez conscient que vous êtes à contre-tendance. D'accord? Donc, contre-tendance, mettez un faible effet levier avec un faible risque, parce que ce n'est jamais c'est rarement une bonne chose. C'est assez risqué, voilà. Déjà, le trading, d'une manière générale, vous savez que c'est risqué. Mais en plus à contre-tendance, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc si vous voulez shorter, pourquoi pas, honnêtement, il y a des justifications qui permettent de shorter le Brent. Mais faites-le avec un risque plus faible que ce que vous avez l'habitude de prendre, parce que vous êtes à contre-tendance. Le gaz c'est pareil, le gaz qui progresse suite à ces inquiétudes sur l'approvisionnement de l'énergie, les cours du pétrole, plus globalement des matières premières énergétiques au Moyen-Orient. Donc a soutenu le gaz qui est revenu à 2,81. On est sous résistance, donc oui, ça peut être un prix à shorter. Regardez ce plus haut qui était 13 mars. Si on le compare au Brent, 13 mars. Alors non, pas de lien. J'ai cru qu'il y en avait un. Donc tant pis. En tout cas, le gaz qui est sous résistance à 2,80, ce psychologique, mais également le sommet du mois précédent. Donc il y a plutôt un risque baissier. Alors l'USDK, on me demande, je vais y revenir juste après, mon cher François, mais voilà, on y est venu il y a quelques instants. Je passe aux indices et ensuite je reviens sur le Forex. Le CAC, journée négative hier due aux inquiétudes du marché. Néanmoins, ce matin, ça progresse. Alors que les marchés asiatiques ont clôturé dans le rouge, ils progressent. C'est marché action européen, donc écoutez, c'est une bonne chose, tant mieux. Il y avait plutôt de l'aversion pour risque ce matin, mais bon. L'euro qui est en baisse, c'est peut-être pour cela que voilà, on a un soutien des marchés actions européens. Donc le CAC en hausse, résistance de la veille qui sont, les plots de la veille qui seront les résistances de la journée, je pense. Encore une fois, on n'a pas de catalyseur qui permettrait de justifier une hausse, selon moi. Encore une fois, on a le rendement qui inquiète le marché, les cours de matières premières qui sont en légère baisse. Je vois pas pourquoi le marché porterait le CAC ou le DAX ou les indices plus haut. Voilà, donc je pense que le plot de la veille sera une bonne résistance pour le CAC ou pour le DAX. D'ailleurs, le DAX, vous voyez, n'a toujours pas franchi cette résistance à 12 111, qui est le plus haut de février et qui est nécessaire pour avoir des signaux qui convergent. Pour avoir, vous voyez, le CAC a dépassé ce niveau-là la semaine dernière, le DAX ne l'a pas fait. Donc ça sera indispensable pour être beaucoup plus confiant dans les stratégies acheteuses des indices européens. Et si tel est le cas, eh bien ça sera possible d'acheter le DAX jusqu'à 13 000. Le DAX aura une marge de progression beaucoup plus exploitable, beaucoup plus intéressante que le CAC. Parce que vous voyez, si, imaginons, le DAX clôture au-dessus des 12 611, stop en dessous du précédent plus bas, ça fait 275 pips de risque en swing pour 348 pips de potentiel gain. Ça fait un ratio risque rendement de 1,5 à peu près, avec un stop très large. Alors que le CAC, même avec les prix actuels, vous voyez que l'objectif serait de 57 points pour un stop de 54. Donc le ratio risque rendement est beaucoup moins intéressant. Voilà, donc attendre la clôture du DAX au-dessus des 12 611 pour le payer, viser les 13 000 points. Et pareil, plus haut de la veille sera la résistance, plus bas le support. Donc voilà, les 12 400, encore une fois, c'est un niveau de support très important
ces dernières semaines. Donc ça peut se payer, ces 12 400 points. Et sur le CAC, ce sont les 5 400 en intraday qui peuvent se payer. Donc là, le prix actuellement, il y a 5 439 et le futur a rebondi avant la cotation à 5 400. Mais donc regardez en horaire. Vous voyez, rebond à 5 400 à 8 heures, heure française ce matin. Et donc les plus hauts à 5 450 qui seront la résistance. D'ailleurs, le MIB, regardez un petit peu le MIB, hein, l'indice italien, en journalier. Le MIB teste ses plus hauts annuels. Alors que ni le S&P, ni l'Eurostoxx, ni le DAX, ni le CAC, ni l'IBEX testent ses plus hauts. Voilà. La raison, j'aimerais bien vous en donner une. En tout cas, il semblerait qu'il y a de l'optimisme sur le MIB. La trendline à surveiller, c'est celle-ci, qui, si elle est dépassée, si elle est franchie, ça pourrait mettre un signal baissier. Surtout que, vous voyez, que ça pourrait être, alors, pour dire que c'est un double top, il faut que le cours dépasse la ligne de coup qui est à 21 831. Mais donc, vous voyez que si on a une cassure de cette oblique haussière et de ce support, qui est le plus haut mensuel de 2015, eh bien, ces deux signaux pourront être des signaux vendeurs exploitables. Donc voilà c'était juste le MIB que je voulais vous faire voir parce qu'il a ses plus hauts annuels alors que le CAC ou le DAX n'y est pas du tout, n'y sont pas du tout pardon. Donc voilà, plutôt il semblerait qu'il y ait plutôt l'appétit pour risque ce matin sur les marchés actions. Il y a 2 heures ce n'était pas le cas, les marchés asiatiques ont clôturé dans le rouge malgré une baisse du yen. Voilà. Donc le CAC et le DAX, encore une fois, les objectifs c'est de viser les plus hauts de la veille. Je reviens rapidement sur le Forex. Je vais répondre alors, Olive, pardon. Dow Jones, j'ai des questions sur les marchés américains. Pour moi, grosse résistance à 23 997 et les indicateurs RSI Stock annoncent une direction vers une grosse hausse. Grosse hausse, mais avec ce rendement 10 ans. En même temps, j'ai peur d'une nouvelle dégringolade jusqu'à 23 600. À votre avis, quelle est sa direction? Alors, moi, ce que je surveille honnêtement sur le Dow ou sur le S&P, regardez, mettez-vous en prix clôture et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a des sommets de plus en plus bas. Des sommets de plus en plus bas, c'est caractéristique d'une tendance baissière. Regardez. Regardez cette oblique. Vous voyez cette oblique, elle est très importante. Bon, elle avait été dépassée il y a 2 semaines. Mais voilà, on a quand même, faut relever des sommets et des creux de plus en plus bas. Et c'est la définition d'une tendance baissière. Donc si on a cela, et c'est également un triangle descendant, regardez. Alors surtout sur le S&P, pardon. Voilà, c'est beaucoup plus visible sur le S&P. L'oblique, 1, 2, 3 points de contact. Et vous voyez au pips près. Hein. Le support, donc le canal baissier, donc des sommets de plus en plus bas. Si on a le franchissement, autant vous dire que l'objectif sera baissier, donc la hauteur, on la déplace. Et ce sera donc l'objectif théorique 2365 points sur le S&P à aller chercher. Et donc, le DAX, le Dow, on pourra prendre à peu près le même objectif. Donc on prend cette même hauteur, on la reporte. Hop, le support, voilà, la moyenne mobile. Ça sera aux alentours des 22 000 points qu'il faudra aller chercher. Donc, voilà. On a quand même une pression vendeuse. Depuis le flash crash, depuis le début de l'année, on a une pression vendeuse sur les marchés actions, surtout américains. On a des sommets quand même de plus en plus bas. Donc voilà, c'est à garder.
c'est à garder en tête sur du moyen terme. À court terme, donc vous me dites qu'il y a une grosse résistance à 23 997. Alors, je regarde ça tout de suite. 23 997, donc on claire 24 000. Hein. 24 000 en intraday, vous me dites. Si vous pouvez me dire votre unité de temps. Tac. 23 997. Donc c'est 24 000 points concrètement. Maintenant néanmoins, regardez ce matin, on a les marchés actions européens qui sont dans le vert, sous le CAC, plus 0,53%. Donc le futur Dow Jones est en hausse. 4 heures au plus. Donc en effet, en 4 heures, regardez le RSI, il est haussier. Par contre, il est toujours en momentum bearish. Hein. Il est en dessous de 50, donc il est quand même majoritairement vendu. Hein. En 4 heures c'est pareil. C'est pas parce qu'on a un momentum qui est bas que le cours va rebondir. Hein. Mais ça signale, enfin, faut simplement être un peu plus prudent, surveiller un petit peu plus les retournements. Voilà, mais il se pourrait qu'il y ait un rebond. Maintenant, je pense qu'il faudra un apaisement des inquiétudes, ce qui se traduirait par une baisse du rendement du 10 ans. Donc si on a une baisse du rendement du 10 ans, si le rendement du 10 ans repasse sous les 3%, je dis pas 2,99 ou 2,98%, hein, je dis bien en dessous des 3%, c'est-à-dire en dessous des 2,95 concrètement, dans ce cas-là, on aura, oui, un rebond des marchés actions, parce qu'on a des très bons résultats. Dans le fond, on a des très bons résultats des entreprises. Mais tant qu'on a ce rendement qui est assez élevé, ça me semble compliqué dorénavant que le marché actions revienne à leur récent sommet. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est compliqué de vous donner une opinion Olive pour du court terme, parce que tout va dépendre de l'évolution du rendement en intraday. Si le rendement progresse, les marchés continueront d'être sous pression. Et à l'inverse, si le rendement se détend, donc qui baisse, eh bien on va avoir une hausse des marchés actions. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de surveiller le rendement du 10 ans. Le lien du rendement, alors soit vous avez le prix du coupon qui corrèle négativement au rendement, donc si le Bund baisse, on a le rendement qui progresse, donc le mieux c'est de regarder le T-Note. T-Note à 10 ans, donc T-Note à 10 ans, vous voyez qu'il est en baisse de 0,08%, et donc le rendement est en hausse. Sinon, si vous voulez avoir le rendement, vous pouvez sur la plateforme TradingView, vous mettez US10Y ou DE10Y pour celui de l'Allemagne, pour la France c'est FR10Y, etc., etc. Donc US10Y pour US 10 ans en anglais, et là vous avez le rendement. Voilà, alors je reviens sur l'USD-CAD pour vous François. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à me les poser, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc l'USD-CAD, François, moi je suis haussier, ma perspective est haussière sur le dollar depuis qu'il a dépassé, depuis qu'il y a des signaux convergents entre les deux indices dollars. Ils ont tous les deux dépassé leur résistance à 90 points et j'ai envie de dire le DXY a dépassé son plus haut de prix de clôture, vous voyez celui-ci hein, de février. Parce qu'on avait une petite discussion, donc même ce plus haut il a été dépassé. Et on a également la moyenne mobile à son séance qui a été dépassée. Voilà, donc perspective haussière sur le dollar US. Dollar US qui devrait performer, à part si on a un accord de l'AENA qui est trouvé, qui est officialisé. Dans ce cas-là, le peso mexicain et le dollar CAD devraient rebondir à l'image de ce qu'on a connu hier. Regardez le dollar canadien qui était en baisse, donc l'USD 4 qui était en hausse en début de séance, finalement clôturé en baisse, parce qu'on a eu cette bonne annonce de l'officiel mexicain. Donc si on a un accord de l'AENA qui est officialisé, CAD et le peso vont superformer le dollar. Mais en attendant, c'est la marge de progression du dollar qu'on a sur DXY me laisse à penser que l'USD 4 pourrait rejoindre 1,30 ces prochaines séances, prochaines semaines. Donc à quoi sert le rendement du 10 ans? Alors le rendement du 10 ans, c'est tout simplement le taux d'intérêt. Taux d'intérêt de l'obligation du gouvernement américain. C'est-à-dire que dès que le gouvernement américain va vouloir emprunter de l'argent, sur 10 ans, il va acheter un bon du trésor.
il va acheter un bon du trésor et il devra verser donc le prix du coupon qui est là, que vous avez sur le T-note, mais avec un taux d'intérêt. Voilà. Avec le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, c'est celui-là, 3%. Donc c'est ça le rendement du 10 ans. Quand on dit rendement de 10 ans, c'est un petit peu raccourci, mais c'est le rendement de l'obligation gouvernementale américaine à échéance 10 ans. Voilà. Et donc ensuite on a des plus courts termes, c'est les 2 ans, on a même des 1 mois, on a même des 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 30 ans, il y a des pays qui proposent 50 ans, 50 ans. Et voilà. Comment s'appelle le 10 ans pour l'Allemagne, qui s'appelle le Bund. B-U-N-D. B-U-N-D. Pour le français, c'est O-A-T. Pour le Royaume-Uni, c'est le Gilt. G-I-L-T. Et pour le japonais, je ne connais plus son nom. Comment sont reliés ces taux 10 ans avec le taux dans la vie quotidienne, prêt à la consommation, prêt immobilier? Alors, faut savoir qu'en Europe, et surtout en France, me semble-t-il, surtout en Europe, vous savez que c'est des taux d'intérêt fixes quand vous empruntez, c'est plus beaucoup des taux variables. D'accord? Donc c'est majoritairement des taux fixes que proposent, que les Français empruntent. Donc, disons que l'évolution du rendement n'a pas réellement d'impact sur leur taux d'intérêt. Par contre, aux États-Unis, ce n'est pas les taux fixes qui dominent le plus dans les emprunts. C'est les Américains empruntent beaucoup à taux variable. Et donc, justement, ce taux à 10 ans sert comme benchmark pour beaucoup d'instruments financiers, dont les sociétés bancaires. Donc, si on a un rendement qui progresse, un rendement du 10 ans américain qui progresse, eh bien, les taux d'intérêt des particuliers américains vont tendre à la hausse. Et j'ai envie de dire quand même, on a en Europe, regardez, la BCE, le quantitative easing, etc. L'impact de celui-ci, c'est de faire chuter les rendements. Et c'est pour cela que, vous savez, en 2014, enfin 2015, 2016, 2017, c'était l'année où il fallait acheter l'immobilier. Vous savez, on en voyait partout. Voilà, parce que les rendements étaient bas, voire même négatifs. Donc, oui, on a quand même un lien entre les rendements européens et les rendements obligataires, et les rendements, les taux d'intérêt immobiliers des particuliers. D'accord? Mais étant donné qu'ils ne sont pas variables, nous quand on emprunte un taux, c'est le même taux pour voilà, jusqu'à l'échéance. Alors que les Américains, ça peut varier. Mais le rendement de 10 ans peut avoir des variations aussi juste sur 1 heure ou 4 heures. Exactement, hein. Le rendement du 10 ans ou le rendement obligataire, il est coté, il est constamment coté, hein. Regardez ici, on peut se mettre en 1 minute, en 3 minutes, ouais, 1 minute, et vous avez un rendement qui progresse. Voilà. Bien évidemment, c'est pas un produit hyper liquide, hein. Donc c'est pour ça que on n'a pas des chandeliers très très nets, parce que c'est pas liquide. C'est pour ça que c'est pas possible de scalper le 10 ans. Et même de intraday, c'est compliqué. C'est pour ça que le 10 ans se regarde d'ailleurs toujours quasiment en journalier. Et qu'en 4 heures, bon, c'est pas, je connais personne qui fait des analyses des obligations en 4 heures, à part pour les trader. Voilà donc pour ce point de marché, nous avons beaucoup discuté ensemble. Donc si ce graphe baisse, en disant le dos pourrait progresser. Alors oui, c'est clair. Si le rendement du 10 ans repasse sous les 3% et bien au-delà, bien en dessous, pardon, on aura des marchés actions qui vont respirer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce seul facteur qui fait pression sur le marché actions. Parce qu'on a des très bons résultats des entreprises américaines, hein, qui dépassent le consensus, qui dépassent les attentes. Voilà. Merci pour votre attention. Nous avons discuté 55 minutes. C'était très intéressant. J'espère que ça aurait été utile en tout cas. Je vous donne rendez-vous donc demain pour mon prochain point de marché, mon dernier point de marché de la semaine. Et en attendant, il me semble qu'il y a Yoav, qui s'exprimera tout à l'heure. Voilà, pour sa formation. Vous voyez, DLFX Université. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur le marché. De toute façon, il n'y a pas beaucoup sur le plan macroéconomique. Encore une fois, ce qui devrait guider le marché aujourd'hui, c'est le rendement du 10 ans. Voilà, c'est vraiment, faut avoir les yeux fixés là-dessus aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de catalyseur aujourd'hui qui viendrait animer les marchés.
18h, exactement 18h, le rendez-vous, enfin la formation de Yoav Nizar. Voilà, donc bonne journée, à demain pour un prochain webinaire et encore merci pour votre attention et votre fidélité.